Aujourd'hui, je vais essayer de battre Jeremy Clarkson. Tu peux le faire, allez! Dans ma Lamborghini. Accidentée. Wow! SVJ. Allez, Suzanne! C'est rapide. Il est en feu, il est en feu. Ce week-end m'a coûté cher, pas vrai? J'ai acheté cette Lamborghini SVJ accidentée aux enchères et on a tout fait pour la remettre en état de rouler. Wow! On a réparé les pièces structurelles. On a emprunté des roues. On ne prend pas la responsabilité de ça. Et on a essayé de la tester sur le banc d'essai pour voir si elle marchait. Mais la voiture ne dépassait pas les 100 km/h. Elle doit entrer en mode limp à 100 km/h. Et on pense que c'est à cause d'un problème avec le moteur de direction de la roue arrière. Mais maintenant, on doit essayer de le réparer. Et on doit s'assurer que tout est en ordre si on veut avoir une chance de battre Jeremy Clarkson. Ok. Le premier truc à régler, c'est le problème de direction des roues arrière. Et une fois réglé, on ne devrait plus avoir tous les voyants allumés sur le tableau de bord. Au moins le voyant de traction sur le tableau de bord qui, je pense, limite notre vitesse. Mais il y a un truc que vous avez sûrement tous remarqué, c'est que la SVJ n'a pratiquement pas de panneau. Et ça, c'est parce que ils ont tous été peints. Et là, c'est une SVJ complète posée par terre. J'ai une sorte de phobie des Lamborghini blanches depuis la Revuelto. Du coup, je ne pouvais plus avoir de Lamborghini blanche. Donc, avant de monter toutes ces pièces sur la voiture, on a Kin et les gars de Kizzy Customs qui sont juste là-bas. Et on leur a confié la tâche la plus difficile qui soit, habiller une Lamborghini SVJ blanche avant qu'elle ne soit montée. On va vous montrer la couleur dans une seconde, mais pour l'instant, je dois comprendre ce qui se passe avec cette direction des roues arrière. L'Aventador a 2 moteurs de direction arrière, qui aident à tourner les roues arrière légèrement avec les roues avant à grande vitesse pour faciliter les virages. Ils peuvent aussi aider à ralentir la voiture au freinage en tirant les roues vers l'intérieur, tout comme le ferait un skieur pour ralentir. Donc vous voyez, si la voiture détecte un problème avec l'un de ces éléments, elle limite la vitesse à 100 km/h, car ça pourrait être dangereux. J'ai lu les codes qu'on a, et parmi ces codes, celui-ci est passif, donc il va fonctionner. Mais il a perdu la communication avec le module de commande de la direction assistée arrière, et je pense que c'est pour ça qu'il limite la vitesse à 100 km/h. En général, quand la communication est coupée, c'est parce qu'un truc est débranché, qu'il y a un problème avec le câble ou qu'un fusible a sauté. Mais quand on vérifie l'alimentation des fils qui vont au moteur de la direction de la roue arrière, on voit qu'elle est là, et qu'on a aussi une bonne prise terre. Ouais. Bon, on a le courant et on a la terre. Et l'autre prise, c'est pour les fils de signal, qui ont l'air aussi en bon état. Ok, donc, le seul problème que je vois, c'est que ce moteur a un souci. Et vous avez peut-être remarqué dans certaines vidéos, quand on le branche, si vous écoutez bien, que ce bruit que l'on pensait provenir de la boîte de vitesse vient en fait du moteur à l'arrière. Je pense donc qu'il a été endommagé dans l'accident et que ce bruit est dû à quelque chose qui essaie de tourner et qui ne s'enclenche pas tout à fait, donc ça tourne en faisant donc. Je pense qu'il y a un truc cassé sur la roue arrière. C'est là où il y a eu tous les dégâts et je veux pas en acheter un neuf parce que ça coûte 5500 livres. Mais je vais devoir en acheter un neuf, enfin un d'occasion. Voici le module d'occasion qui m'a coûté 5500 livres. Mais quand je le branche au câble de la voiture, rien ne se passe, même pas un petit bruit. Et avec celui d'occasion branché et les codes d'erreur relus, on a le même code d'erreur. On a perdu la communication avec le module de commande de la direction assistée arrière. Sur la Revuelto, on devait coder le module de direction des roues arrière pour qu'il soit compatible avec la voiture. Mais c'est une voiture de 2020, soit 5 ans plus ancienne que la Revuelto. Est-ce que ça va être le cas ici? J'en sais rien. Mais le seul moyen de le savoir, c'est de demander à Vague Coding Leicester de venir voir s'il peut vraiment coder ça sur la voiture. Et si ça marche, c'est une bonne nouvelle. Si ça marche pas, c'est qu'il y a un autre problème ailleurs qu'il faudra résoudre. Mais je pense que le nôtre est cassé et que celui-ci a besoin d'être codé. On va devoir attendre parce que Vague Coding Leicester ne viendra pas avant demain. Donc en attendant, on va monter le reste de la voiture et avec un peu de chance, on pourra régler ce problème plus tard. Et la couleur choisie pour la SVJ est celle-ci. On ne connaît pas le nom de la couleur. Mais regardez, c'est comme un gris titane glacé. Ça ressemble vraiment à la couleur de la DB12. Les gens diront « Ah mon Dieu, c'est tellement ennuyeux !» C'est moins ennuyeux que le blanc, mais je trouve que ça donne un effet un peu classe. Tout en étant, je pense que ça va être dingue. Je pense que ça va être vraiment beau, surtout avec les roues que j'ai commandées pour cette voiture. Mais ça dépendra de si on les reçoit à temps. Ok.
Keen, c'est toi qui t'en charge. Je déteste emballer les voitures, et celle-ci est probablement la pire à emballer. C'est à nous de prendre le relais. Salut! Donc voici la couleur, et personnellement, je ne pense pas qu'on puisse se tromper en choisissant la couleur d'une SVJ. La voiture sera belle, quoi qu'il arrive. Mais Keen et Imran, de Kizzy Customs, s'occupent de recouvrir chaque panneau de cette voiture. Et je suis content que ce soit eux qui le fassent, et pas moi. Ça a l'air compliqué. Tu veux la bonne ou la mauvaise nouvelle? J'ai trouvé un problème sur ta Lamborghini. Alors, tu vois ce boulon-là? Ouais, Il ne tient pas bien en place. ouais. Ok, viens de ce côté, mets ta main là, et là. C'est plein d'huile. Oh, quoi? L'amortisseur lui-même? Ouais, tu plaisantes. Je trouvais ça super cher aussi. Ouais. J'avais aussi démonté cet amortisseur, mais je l'ai pas vraiment regardé, je l'ai juste démonté et remis en place. Ouais, il y a de l'huile qui fuit, si tu mets ta main ici. Ouais, je sens que c'est mouillé, ouais. Oh non. Oh non. Ce n'est pas bon signe. On dirait qu'on va devoir changer la suspension arrière gauche. Et je n'ose même pas imaginer combien ça va coûter. Donc, si c'est un ressort rouge, c'est qu'il y a le MagRide. Et c'est le cas ici. Ok. 7826 livres sterling plus la TVA. Oh, mon Dieu. La semaine ne commence pas bien. Le ressort, ça va. On ne peut pas commander l'amortisseur séparément. On pourrait probablement faire réparer l'amortisseur pour la boîte, mais encore une fois, ça prend du temps. On doit avoir cette voiture prête pour la semaine prochaine. Mais si vous laissez un amortisseur qui fuit, eh bien, vous n'avez plus qu'un ressort. Et un ressort sur une route, eh bien, ça va donner... L'amortisseur amortit les chocs sur la route, donc on va devoir le changer. On n'a pas le choix. La seule bonne nouvelle, c'est qu'on l'a repéré maintenant, et pas pendant qu'on était sur la piste. Qu'est-ce que t'en penses jusqu'à présent? C'est pas mal, c'est un bon vinyle cette fois-ci, donc c'est sympa et facile. C'est maintenant au tour de Keen et Imran de commencer à recouvrir la porte. Et ils peuvent le faire sans la démonter de la voiture. Et pendant ce temps, je peux continuer l'assemblage. Voici la barre qu'on attendait. C'est une commande spéciale de Lamborghini. Regardez l'emballage. Et ça nous vient tout droit d'Italie en Chine. On ne sait pas vraiment d'où ça vient, mais on ne va pas s'en faire pour ça. Mettons cette barre sur la voiture. Ça devrait être la dernière pièce structurelle dont on a besoin à l'avant. Ensuite, on pourra installer les deux ailes, le capot et, avec un peu de chance, le pare-choc. Allez, on y va. Cette barre a été endommagée dans l'accident. Et sans elle, on ne peut pas monter l'aile et plein d'autres éléments qui se trouvent à l'avant, comme les charnières du capot. Maintenant qu'elle est là, je peux la boulonner. Pendant que Matt s'occupe de tout ce qui est important là-bas, je vais juste mettre quelques boulons dans une aile. Et comme l'aile avant est maintenant enveloppée, mon père va mettre l'aile avant droite, ou fender si vous êtes américain, et on s'occupera de l'aligner plus tard. Les ailes sont en place. Maintenant, c'est au tour du rétroviseur extérieur. Installation des charnières du capot. C'est toujours une bonne idée de changer les charnières du capot, si celui-ci a été endommagé, car sinon, c'est vraiment difficile de l'aligner correctement après. Donc on y va. Y a pas de système de protection des piétons là-dessus? Non, c'est ce que j'aime. On envoie les piétons sur la Lune. Beaucoup de voitures ont un système de protection des piétons sur les charnières, qui est un explosif qui fait sauter la charnière si vous heurtez un piéton, l'empêchant ainsi de voler dans le pare-brise. Mais sur la Lamborghini, il n'y a rien de tout ça. Pendant ce temps, mon père a glissé le miroir sous la porte, a remis le connecteur en place et on a tout rebranché. Ça a l'air bon. Regardez ça. J'aime bien. On dirait un avion de chasse. C'est cool. Et maintenant, on remet en place l'aile gauche. Je pense que cette couleur va être super jolie. Encore une fois, il y a plein de boulons à mettre, mais tout l'alignement peut être fait une fois que le capot est en place. C'est parti! On va mettre le capot en place, on va enfin l'installer. Et je pense pas que ce capot ait été donné. Maintenant, on va voir si tout est bien aligné. Et ça a l'air plutôt bien. Je suis vraiment content de la couleur de l'enveloppe. Maintenant, les gars vont juste recouvrir le quart arrière, et comme la voiture est blanche, c'est un peu plus compliqué à faire, parce qu'ils doivent tout recouvrir. Le quart arrière est cassé. Il faut maintenant enlever le carbone pour pouvoir mettre le nouveau revêtement que Matt a dans ses mains.
Il faut dévisser tous les éléments de ce vieux car arrière et les mettre sur le nouveau. Tout ce qu'on peut récupérer de la voiture d'origine est récupéré, car, comme vous le savez, la plupart des pièces sont super chères. Pendant que mon père s'occupe de ça, je mets le loquet du capot sur le capot qui s'enclenche dans la serrure ici. Et puis on va voir si ça change quelque chose à l'alignement. Mais tout va bien. Comment ça se passe à l'arrière, Tony? Grande révélation! Wow! Maintenant que mon père a fini le car arrière, il doit y mettre le réflecteur. Puis, Liam et moi, on pourra l'aligner avec la voiture et commencer à le boulonner. C'est là que la voiture va vraiment commencer à prendre forme. J'ai tellement hâte de la mettre sur la route. Maintenant, on doit enlever la roue arrière, car il y a plein de boulons sous le passage de roue. Ok. Alors, dans la dernière vidéo, vous vous souvenez, on a acheté ce renfort en X, mais ce renfort venait d'une Aventador standard, et il y a des languettes bizarres qui ne servent à rien. On pense que ces languettes servent à fixer le capot moteur, mais ce n'est pas le cas sur cette SVJ. Bob m'envoie un texto pour me dire que je peux retirer ces languettes et faire comme si elles n'avaient jamais été là. Donc on va laisser Bob faire son truc, et il dit qu'il va nous rapporter ça demain, pendant qu'on fait ça. Je ne vais pas me plaindre. Bob retourne donc à l'atelier d'usinage pour se débarrasser de ses languettes de ce renfort en X. On verra à quoi ça ressemble plus tard. Je vais maintenant commencer à monter le car arrière droit pendant que mon père boulonne celui de gauche. Et petit à petit, on avance avec la Suzanne SVJ. Sur le car arrière droit, il y a un bouchon de réservoir d'essence, donc je dois le mettre en place, connecter le tuyau qui va au réservoir de carburant et tous les reniflards qui s'y trouvent, puis tout visser. Enfin, le bouchon de réservoir se glisse en place et je peux l'enfoncer. Et voilà, les deux cars arrière sont terminés. Ensuite, c'est au tour du capot moteur, qui est vraiment difficile à recouvrir. Et c'est ce que les gars font en ce moment. Une fois qu'ils auront fini, mon père va installer les nouveaux crochets aérodynamiques, car les anciens étaient cassés. Et oui, on a rendu ceux de la Lamborghini après avoir découvert qu'on pouvait les acheter directement chez le fournisseur. Maintenant, on va soulever ça pour s'assurer que les écarts entre les panneaux des deux cars sont corrects. Et il nous convenait. Vague Coding Leicester est de retour ici. C'est comme un déjà vu avec la Revuelto. Ce qu'il va faire, c'est brancher son ordi pour voir ce qui cloche avec la direction arrière d'origine qu'on a. Si elle est cassée, et c'est ce qu'on pense, on va brancher l'autre et voir si on peut la coder pour la voiture. Et si on n'y arrive pas, ça veut dire qu'il y a un problème plus grave ailleurs, donc voyons voir. Pendant que Nathan scanne les codes d'erreur pour voir ce qui s'affiche sur son ordi, les gars s'occupent de recouvrir le pare-choc avant. Le système ne peut pas détecter la direction réelle arrière, d'accord? Probablement pas branché ou pas de signal. Et juste pour montrer à Nathan que je n'étais pas en train de devenir fou, je lui ai montré qu'on avait du courant, que le câble d'alimentation et que la prise terre étaient branchés. Donc ça pouvait juste être un module défectueux. Il m'a demandé de vérifier les fusibles, alors je les ai tous vérifiés. Bon. Après, j'ai vérifié 2 fois notre module de direction arrière. Là, on aurait besoin de dips. Je crois que les oranges et marrons, c'est pour autre chose. N'est-ce pas? Ouais. Yo! Oh, c'est quoi ce bordel? Oh, ouais! Oh, comme par Salut. magie! Comment ça va? Je vais bien, mec. Et vous, comment ça va? Pas terrible. On a besoin de toi. Ah bon? J'aime pas trop faire ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je le fasse? Ouais. D'accord. Bon, le problème, c'est que Ouais. on n'a plus de communication avec la direction de la roue arrière. Ok. Ok? On branche celui-ci, ça fait dong, et c'est l'ancien qui est peut-être cassé. Ouais. Le nouveau, on le branche et il n'y a toujours pas de communication. Mais ça fait aucun bruit. Dips et moi, on a regardé ça ensemble pendant un bon moment. Pendant tellement longtemps que les gars avaient presque fini d'emballer le pare-choc avant. On n'arrivait pas à comprendre. Mais j'ai fini par repérer une petite rupture dans la protection métallique, bien plus haut. Ça pouvait être anodin, mais j'ai décidé de le couper pour voir. Oh, regarde ça en haut là. Ouais, ça va clairement poser problème. Et t'en as un autre, là aussi. Et devine qui a repéré ça? Ah, c'est parti. J'avais juste besoin qu'on me surveille. Il y avait donc des ruptures dans les câbles de signalisation. L'alimentation électrique au sol fonctionnait bien, mais c'était juste les câbles de signalisation qui étaient cassés. Ça pouvait être la solution. Dips s'en est donc sorti en commençant à réparer et à souder les quelques fils de signal qui étaient cassés. Alors que le pare-choc était presque terminé. Tu l'as réparé, Dips? J'espère bien. Clé automatique P1 avec la réparation.
Voyons voir. On va le brancher et l'essayer d'abord pour voir si le moteur d'origine fonctionne vraiment. On remet donc le moteur d'origine. Ok. Donc, tout est en place, on allume le contact. Oh, ça fait toujours ce bruit de cognement. Mais maintenant, on va voir si les codes d'erreur ont changé et si on arrive à communiquer avec le système. Oui. Ouais, ça l'identifie et c'est rouge. Ouais, mec. Et maintenant, on peut communiquer avec lui. On peut voir tous les problèmes qu'il a. Le solénoïde de verrouillage est défectueux. Et il dit qu'il y a un dysfonctionnement. Et le capteur de position est cassé. Donc, il faut peut-être le remplacer. Bonne et mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un signal. La mauvaise, c'est que je risque quand même de perdre 5500 $, car on va peut-être devoir utiliser ce tout nouveau modèle d'occasion là. Mais branchons-le et voyons voir comment ça se passe. On espère que notre appareil d'occasion tout neuf ne présentera aucun défaut. On verra bien. Ok, il est branché. Allons voir. Ok, il ne reste plus qu'à le coder. Et les problèmes du nouveau module de direction arrière étaient surtout liés au codage. Donc, on devrait pouvoir le faire marcher. C'est parti. Voyons si on peut coder ça. Une fois que ce sera fait, on devrait sûrement être tranquille à l'arrière. On doit encore changer l'amortisseur et tout le reste, mais... on va peut-être y arriver, allez! Nathan a donc allumé son ordi portable et a commencé à essayer de coder le module de direction de la roue arrière de la voiture, ce qui s'est avéré assez compliqué. Pendant ce temps, j'ai commencé à assembler le reste du côté gauche de la voiture. Tous les panneaux doivent être montés dans un certain ordre, dont je me souviens car je les ai démontés. Mais les choses n'allaient pas aussi bien avec le codage. Jupe latérale. Nathan a passé un bon moment dessus, puis il est rentré chez lui pour voir s'il pouvait trouver une autre solution. Pendant ce temps, on a appelé Lamborghini pour savoir pourquoi on n'arrivait pas à coder. C'est plutôt bien. Ouais, donc tu dois les remplacer par paire. Donc C par la C, D par la D, et la dernière version est E. Donc, il y a des infos sur le catalogue. Donc, si j'en achète un nouveau, si je m'en procure un nouveau, est-ce que je vais recevoir un E? Ouais. C'est pour ça que les infos sur les pièces disent de toujours commander par paire. Ok, donc il faut en acheter 2. Et combien coûte une pièce? 15 700 livres sterling. Non. Mais non, c'est une blague? Pour une pièce? Oui. 15 000 livres, mais c'est un moteur? Oh mon Dieu! Et la voiture ne peut vraiment pas rouler sans ça. 15 000 livres, mais c'est dingue! Oui, mais c'est un seul moteur, il t'en faut 2, parce qu'il faut les remplacer par paire. Ok, mais si j'en trouvais un sur Internet qui finit par un C, ou peu importe comment le mien finissait, il y a une chance que ça marche, oui. D'accord. On doit regarder sur eBay, sinon on est fichu. Ok, qu'est-ce qui se passe? Bon, eh bien, on doit changer les 2 moteurs de module de direction pour que ça marche. Il faut les changer en même temps. Ouais. Combien tu crois qu'ils coûtent à l'unité? Eh bien, j'ai entendu parler de dizaines de milliers. Ouais, 15 000 pour un moteur. Pour un seul? Ouais, et t'en as besoin de 2. Il t'en faut 2, 30 000 livres. Mais d'où est-ce qu'ils sortent ces prix? Eh bien, ils ont su que c'était maths, donc... Donc, sur notre nouveau module de direction arrière, le numéro de pièce se termine par un B. Et la lettre indique l'année de fabrication. Et sur la voiture, en ce moment, les 2 modules de direction des roues arrière se terminent par la lettre C. Et 2 modules avec des lettres différentes ne pourront pas communiquer entre eux. Le problème, c'est qu'on ne trouve pas d'autres moteurs de direction des roues arrière dont le nom finit par la lettre C. Et si on les achète chez Lamborghini, les lettres seront E. Donc il faudrait en acheter 2, ce qui revient à 30 000 livres. On ne va certainement pas faire ça. Donc la seule option maintenant, c'est d'essayer de voir ce qui cloche vraiment avec le moteur de direction de la roue arrière d'origine. Je vais donc le démonter pour voir ce qui ne va pas. Et voilà, on a déjà un problème. C'est tordu. Dès que j'enlève le soufflet en caoutchouc, je vois que l'arbre qui va et vient est tordu. C'est la boucle MC qui est lâchée. Elle s'est détachée. C'est évasé, là. Parce que ça a été enfoncé. Ah, ça a été enfoncé. Ça a explosé et c'est pour ça qu'on a du mal à s'en débarrasser. Et comme ça a explosé, la direction des roues arrière n'avait pas toute sa liberté de mouvement. Donc comme cette pièce que vous voyez là est évasée, quand la direction de la roue arrière fonctionne et qu'elle essaie de faire ce mouvement de va-et-vient, elle n'y arrive pas parce que c'est évasé. Et bien sûr aussi, elle est courbée. Mais on peut changer ça, pas de problème. La question est de savoir si on peut le changer. Donc ce que j'essaie de faire maintenant, c'est d'enlever le boîtier extérieur pour voir si on peut remplacer l'arbre intérieur. On pourra peut-être utiliser l'autre qu'on a. Bon, voyons si ça marche comme ça. Et on saura alors que c'était cet arbre qui posait problème, parce que maintenant, il devrait être libre. Maintenant que le boîtier extérieur ne bloque plus l'arbre, je vais le brancher et lire les codes d'erreur
pour voir si ça marche. Maintenant, c'est un problème mécanique de direction, une erreur de la vanne solénoïde de verrouillage. Mais on a encore plein de codes d'erreur. Et ils ont tous l'air d'être liés à la mécanique. Ok, tout ça c'est débranché. Et je suis décidé à démonter celui à 5500 livres, mais essayer de fabriquer un bon à partir de deux mauvais. Ça pourrait vraiment mal tourner. Mais on y va. Donc on y est. Je ne pourrai pas rendre ce moteur de 5500 livres une fois que j'aurai commencé à le démonter. Ok, nous y voilà. J'espère qu'on pourra utiliser la partie mécanique de ce moteur, en retirant les composants électriques du moteur qui sont en fait codés pour la voiture, pour les intégrer à la bonne mécanique de notre nouveau moteur, si vous voyez ce que je veux dire. C'est sur une courroie! Quoi? C'est quoi ce truc? Et ça coûte 15 000 livres. C'est celui du courtier, non? Parce que ça bouge pas. Je pense que mettre ça sur ça, ça va marcher. Il n'y a rien dessus maintenant, qui est un ordinateur ou quoi que ce soit qu'on puisse coder pour la voiture. Et on aurait fait un gros coup à Lamborghini parce que on aurait eu une référence qui finit par B et une autre qui finit par C. Et ils ont dit que c'était impossible, mais on l'a fait. On leur a montré. On leur a montré, ouais. Je pense qu'on devrait d'abord le tester avant de fêter quoi que ce soit. Ouais, avant de célébrer. Ouais. Donc, c'est la partie électrique du module de direction de la roue arrière qui est codée pour la voiture. Et je veux mettre ça sur notre moteur d'occasion, dont les composants électriques ne sont pas codés pour la voiture. Ça, c'est pas codé pour la voiture. Celui-ci est codé pour la voiture. Celui-ci va dans celui-là. Et regarde celui-là. Salut! Il bouge, non? Ça va marcher. Voici comment marche le système de direction de la roue arrière. Ce moteur tourne, et quand il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, l'arbre se déplace vers l'extérieur, et dans le sens inverse, il revient vers l'intérieur. Mais sur notre modèle cassé, il est complètement bloqué. Mais espérons qu'en transférant le système électrique sur notre pièce d'occasion, la voiture l'acceptera, et que tout fonctionnera. Allez! Ça y est. Voici la coque avec la mauvaise référence, celle à 5500 livres. Mais le système électrique vient de la borne. Est-ce que ça va marcher? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Branchons ça et lisons les défauts. C'est parti. Y en a-t-il sur le tableau de bord? Oh mon Dieu! C'est pas possible. Ça a l'air pas mal. Allez, vas-y. Oh! On a un problème avec la direction de l'essieu arrière. Et le problème venait d'un capteur de position du moteur. Peut-être qu'il suffisait de démarrer la voiture pour qu'elle marche. Je vais la démarrer et voir si le problème s'affiche sur le tableau de bord. Ouais, pourquoi pas. Et ça avait l'air bien. On fait la fête? Je pense que ça a marché! Je pense qu'on l'a fait! Ça marche! J'arrive pas à croire que ça ait marché. Je pense que ça a marché! C'est un peu flippant. Parce qu'on sera vraiment sûr qu'après l'avoir testé sur la route, mais on a clairement fait des progrès. Je pense que ça a marché. Ouais, ça a marché. Suzanne! On a trouvé la solution, on a trouvé la solution. Regardez ça. Regardez ça, les gars. Mais maintenant, plus aucun problème avec le système de direction des roues arrière. Ouais! On a trouvé la solution. Maintenant, on va continuer à remonter la voiture. On met les grilles pour les jupes latérales, et ça les finit presque. Il ne reste plus que le panneau éclairé de l'Aventador. On le branche, et il se clipse tout seul avec le joint. Juste au-dessus du car arrière, il y a une prise d'air en carbone. Elle va directement dans les filtres à air, et se fixe à l'intérieur du compartiment moteur. Une fois que c'est en place, je peux commencer à monter la porte du côté passager. D'abord, je mets les poignées, puis je branche le rétroviseur extérieur. Anna m'aide à maintenir le rétroviseur en place pendant que je fais passer le câblage à travers la porte. Ensuite, je pose la carte de porte. Ouais, ça s'aligne très bien. Ouais! Ça a l'air bien. Ça s'aligne parfaitement. Ça s'aligne bien, non? Pour ce côté qui a eu l'accident. Voici le pare-choc arrière, qui est effectivement endommagé à cet endroit. Et le diffuseur est aussi abîmé à cet endroit. Il y a beaucoup de clips qui sont cassés. C'est pas bon du tout. Tout est abîmé. C'est vraiment irréparable. On a donc un nouveau pare-choc et un nouveau diffuseur, ainsi qu'une nouvelle calandre, car celle-ci est cassée, et de nouveaux embouts d'échappement. Allons chercher le nouveau pare-choc arrière et installons-le à côté de l'ancien pour voir comment ça se passe. Ça devrait être assez facile à faire, vu qu'on a l'ancien pare-choc pour nous aider. Donc, les filles et moi, on monte le nouveau pare-choc juste à côté de l'ancien.
Et ça a l'air vraiment génial. Wow! Ouais, regarde ces points dorés. Boum! Et Anna a fait les dernières retouches, le logo Lamborghini. Maintenant, passons au pare-choc avant. Le pare-choc avant, pendant que les filles s'occupent du pare-choc arrière, ça, c'est un peu plus difficile à mettre. Il y a un système aérodynamique actif Lamborghini. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, le système ALA. Et on est sur le point de tout installer, parce que j'ai dû tout acheter, vu qu'on n'avait rien de tout ça avant. Donc, le pare-choc avant est là. Ensuite, on a tout ça. On va devoir tout assembler, étape par étape. Première étape, ces pièces-là. Ce système aérodynamique est assez dingue et unique. Je n'ai jamais vu un truc comme ça avant. L'air passe en dessous du pare-choc et pousse sur le capot, le toit et l'aileron arrière. Voilà les volets. Ils sont motorisés. Et cette partie qui se trouve sur la partie inférieure du pare-choc, c'est un moteur qui ouvre et ferme les volets et qui laisse passer l'air quand la voiture a besoin d'appui aérodynamique. Et bien sûr, il y a plein de petits composants qui sont vissés sous le séparateur et tous les éléments aérodynamiques à l'intérieur du pare-choc. Enfin, il y a juste les répétiteurs latéraux qui se fixent aussi sur le côté du pare-choc. Une fois qu'ils sont installés, il y a encore une petite pièce que j'ai oubliée. Ce séparateur central en carbone. Encore une fois, il est super cher. Et voilà, le pare-choc avant est terminé. C'est le moment de mettre les nouveaux feux arrière. Ça va ici. Vous êtes prêts? Oh! Il faut juste 2 boulons, mais je dois les trouver avant. Et Liam installe les feux arrière. J'en avais besoin de 2, parce que les 2 anciens étaient cassés. L'un pas trop, l'autre beaucoup plus. Ces feux arrière se fixent au pare-choc arrière, ce qui devrait faciliter l'installation de l'ensemble. Ce qu'on essaye de faire maintenant. Et ça a l'air de bien s'aligner. Mais est-ce que les lumières marchent? Ouais! Ouais? Essaye Ok, à cool. gauche. Les clignotants? Ouais. Le frein? Ouais, ça marche. Pas besoin de coder. C'est exactement ce qu'on voulait. Avant de mettre l'aile, parce que l'aile va nous gêner car Liam va commencer à grimper ici dans une minute, le montant s'est retourné et on doit le remplacer. Parce qu'il fuit et qu'il va rebondir de haut en bas. Heureusement que mon père l'a remarqué. Et comme Liam le dit, il y a seulement 2 boulons. Donc, ça devrait aller. Il y a littéralement un boulon là, et il y en a un autre en dessous ainsi qu'un connecteur électrique. Et puis, on devrait être bon. Non? Si. 2 boulons. C'est tout ce qu'il faut pour enlever cet amortisseur arrière et ce ressort. J'en ai déjà dévissé un dans le passage de roue. Et Liam est en train de retirer celui qui est dans le compartiment moteur. Après quelques secousses, on a quand même réussi à finir par retirer l'amortisseur. Ouais! Un amortisseur abîmé. Et voilà le nouveau, que je ne voulais pas avoir à acheter. Mais on le met en place. Ouais. Et voilà. L'amortisseur et le ressort sont installés. Bob a... Il a enlevé ses languettes. Qui... C'était là. Elles étaient là, c'est ça? Regarde ça. Enlevé comme par magie. Et j'ai mis une couche de poudre. Pour que ça ait l'air super frais. Un grand merci à Bob de l'atelier d'usinage pour avoir fait ça. Ce truc a l'air maintenant dingue. Liam, tes parents ne t'ont jamais dit pas de chaussures sur le tapis? Quel manque de respect. Mais on doit finir le boulot. Le bras en X est installé. Après ça, on peut glisser l'aileron arrière avec le panneau qui s'y connecte. Ça se glisse en place et je vais le boulonner. Ensuite, le capot moteur, juste pour vérifier que tout est bien aligné. Et c'est bon. Nous y voilà. Je suis impatient, car cette voiture est vraiment superbe. C'est dingue. Soulevons-la. J'espère que tout s'aligne bien à l'avant. Mais on va bientôt le savoir. Bon, on a compris qu'il fallait enlever les phares pour mettre le pare-choc, ce qui est dingue. Donc, on enlève un phare et puis l'autre. Et c'est parce que les boulons du pare-choc sont juste sous les phares. Liam et moi, on est en train de remettre le pare-choc en place. Et là, on peut nous voir visser les boulons auxquels on n'aurait jamais pu accéder si les phares avaient été en place. Mais au moins maintenant, on sait comment faire si jamais on doit encore démonter le pare-choc. Espérons que ce ne sera pas nécessaire. Et par chance, les panneaux semblent s'aligner correctement. C'est bien. C'est plutôt bien. Et ça a l'air super bien. C'est le moment de remettre les phares en place. Il faut les passer par le passage de roue, comme pour les démonter. Ensuite, on peut utiliser les dispositifs de réglage pour les remettre parfaitement en place et les boulonner.
L'avant de la voiture est maintenant vraiment superbe. Il est temps d'installer le reste. Les balais d'essuie-glace, les panneaux de protection et les petites pièces en carbone de chaque côté du capot. Et voilà, c'est presque fini. Ok. Ça a pris beaucoup plus de temps que ça en a l'air à la caméra. L'habitacle avant est installé, mais on peut voir que celui-ci est un peu abîmé. J'en ai commandé un nouveau, mais ils sont en rupture de stock. Donc pour l'instant, vu on va avoir besoin de l'habitacle. Je l'ai donc installé malgré ce petit dommage. Vous remarquerez peut-être ces éléments ici. Ils sont abîmés aussi. J'en ai acheté de tout neuf, mais je ne veux pas les installer sur un vieil habitacle. Et ceux-ci sont pour le toit. Donc on enlève le toit et on le fait glisser dans ces sections ici en bas. Et ici également. Donc ouais, quand on enlève le toit, on n'a plus d'espace de rangement. Mais ça devrait être maintenant le produit fini à l'avant, qui a l'air vraiment génial. Wouh! Il nous reste à fixer les revêtements des arches, les jupes latérales et tous les soubassements. Et enfin, les roues. Allez! Les dernières touches. Revêtement des passages de roues et soubassement. Le revêtement du passage de roue arrière gauche devrait être remplacé, car il a complètement été détruit dans l'accident. Mais on a pu réutiliser les revêtements avant. Maintenant qu'ils sont installés, c'est le moment de soulever la voiture. Et Liam et moi, on doit installer les 1001 soubassements que compte cette voiture. L'idée, c'est de garder le dessous de la voiture aussi plat que possible. Comme ça, l'air peut passer plus vite, qui crée une sorte de vide au niveau du plancher et donne à la voiture le meilleur appui aérodynamique possible. Une fois qu'ils sont installés, on redescend. C'est maintenant la touche finale, c'est ce qui prend le plus de temps. Bien sûr, on a le badge Lamborghini, qui coûte une fortune. Il ne reste plus qu'à le mettre en place correctement. Oh! Suzanne est super sexy! L'idée, c'est de faire en sorte qu'elle n'ait pas l'air d'une voiture accidentée, parce que si vous la vérifiez sur Car Vertical, vous verrez qu'elle a été accidentée. C'est une voiture de catégorie S, ce qui va toujours avoir un impact sur sa valeur, mais comme c'est une voiture en édition limitée, je pense quand même que sa valeur va continuer à monter. Pas autant qu'une voiture qui n'a pas eu d'accident, mais elle va quand même prendre de la valeur. Et ce qui est cool avec le contrôle Car Vertical, c'est que je peux voir que la voiture n'a pas de fraude au kilométrage. Elle n'a jamais été exportée, n'a jamais été volée, et je peux voir tout son historique. Chaque fois qu'elle a changé de plaque d'immatriculation, qu'elle a passé ou échoué au contrôle technique, ou s'il y a des dettes en cours. On a des autocollants SVJ qui ne viennent pas de Lamborghini, mais de Topaz Detailing. Et ils sont aussi bons que ceux d'origine. J'ai des autocollants SV brillants et J satiné. Et Liam vient de faire un gabarit à partir de l'ancien car arrière avec du ruban adhésif. Et on espère que ça va nous permettre de le remettre exactement là où il était à la sortie d'usine. On doit juste faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas de bulles quand on le colle. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, regardez ça! Suzanne Victor Jones. En plus, si votre voiture a eu un accident et qu'elle a été vendue aux enchères sur un site spécialisé, le contrôle Car Vertical vous montrera probablement des photos de la voiture dans cet état. Ouais! Oh mon Dieu! Ça a l'air dingue! Si vous voulez vérifier votre voiture, vous pouvez utiliser le lien dans la description ci-dessous et utiliser le code MAT pour avoir une belle réduction sur cette vérification. Surtout, n'oubliez pas de vérifier votre voiture avant de l'acheter. Encore quelques autocollants. Et on est prêt à prendre la route. Et voilà! On en avait vraiment besoin parce que les autres étaient abîmés et que ça ne rendait pas super bien. Adventador SVJ pour un coût de 150 livres. Arnaque. C'est effectivement une arnaque. 150 livres par badge. C'est dingue, d'accord. Mon père a pris les mesures. Mon père est parti en vacances. Donc, on va devoir prendre les mesures nous-mêmes. Tant que les deux côtés sont identiques, ça ira, non? Ouais, vas-y. Vas-y, si tu le fais pas, je le ferai. Je veux dire, ça ne me dérange pas. Super. Ouais? Ouais, ça a l'air bien. Ok! On a mis les badges. La dernière pièce à installer, c'est bien sûr les jantes en alliage, pour lesquelles j'ai dû prendre une décision. Je pense que ma voiture ne sera pas la même sans des jantes personnalisées. Mais bon, pour l'instant, on utilise les jantes de marque McCann.
qu'on doit rendre. Et voilà les 3 jantes qu'on avait sur la voiture. Elles sont en bon état, je pense qu'on pourrait les remettre à neuf. Mais pour une seule jante Lamborghini, ça coûte 5000 livres. Il nous en faudrait une autre pour avoir un jeu complet. Mais sur eBay, j'ai réussi à trouver un jeu complet de jantes super cool pour 5000 livres. Je les ai achetés sur eBay à un type qui s'appelle Satin Black Collection. Et Liam est allé les chercher, il les a récupérés. On a pris des pneus chez Wheelmania. Et ils sont vraiment géniaux, ce sont sûrement les meilleures roues qu'on ait jamais mises sur une voiture. Je sais qu'il y aura des avis divergents à leur sujet, mais jetez un œil à ces petits bijoux. Barillet entièrement en carbone. Tout est en fibre de carbone. Roues en 2 parties. Elles sont vraiment géniales, regardez-les. Les roues avant et les roues arrière. Elles devraient s'adapter aussi bien que les roues d'origine, donc on devrait avoir exactement le même montage. On a exactement les mêmes pneus que d'origine. On a juste des jantes en carbone et ce superbe envoi. J'espère qu'ils vont bien s'adapter. Allez. Bien, ça a l'air bien. On a aussi pris des centres rouges, parce que c'est exactement ce qu'il faut. Waouh! Oh mon Dieu, c'est génial! Oh mon Dieu! On doit maintenant abaisser la voiture pour bien ajuster les roues. N'oubliez pas qu'il n'y a qu'un seul écrou qui fixe ces roues à la voiture. Ensuite, il suffit d'enfoncer les enjoliveurs en carbone. Ouh. Et voilà. C'est parti. Oh, bon sang! Suzanne est vraiment magnifique. Je suis un peu ému parce que c'est comme si... c'est probablement l'une des plus belles voitures qu'on ait jamais eues. Et on l'a construite en un temps record. On l'a fait tellement vite. C'est comme ça. C'est à ça que devrait ressembler une Lamborghini. C'est la définition même d'une Lamborghini. On a le coucher du soleil, on a les jantes en carbone. C'est absolument incroyable. Et vraiment... si ça ne vaut pas le coup de s'abonner, je ne sais pas ce qui le vaut. Parce que ça, je ne sais pas si on peut faire mieux. Comment est-ce qu'on pourrait faire mieux que ça? Je suis vraiment impatient de la conduire maintenant. Je dois la mettre sur la route et m'assurer que tout fonctionne. On doit faire aligner les 4 roues parce que on va essayer de battre Jeremy Clarkson. Allons-y. Ok, donc on a un problème avec le TPMS, c'est à peu près tout. Oh mon Dieu! C'est dingue! C'est pas vrai! C'est pas réel! C'est vraiment dingue! Oh, c'est super! SVJ! J'adore cette voiture! Elle vaut vraiment son prix. C'est la meilleure voiture qu'on ait jamais construite. Elle vaut vraiment son prix. J'hallucine avec cette voiture. Oh mon Dieu! J'hallucine vraiment. Et maintenant, on va voir ce qu'elle a dans le ventre, parce qu'on doit la conduire sur plus de 1000 km jusqu'à Imola. C'est parti! On déchirait et on recollait les morceaux il y a littéralement 2 jours dans l'atelier. En fait, c'est comme si c'était hier. Ouais, comme si c'était hier. Comme si c'était hier, on déchirait les morceaux. Maintenant, elle est en France. Allez! Et avec un énorme V12, je suis sûr qu'on va se faire arrêter ici assez souvent. C'est la première fois que je fais le plein de ma voiture en France. C'est un grand moment.
C'est excitant. J'arrive pas à croire que je la conduis, ça fait bizarre d'être de ce côté de la caméra. C'est pour ça que j'ai acheté cette voiture, pour partir en voyage. J'ai eu un petit accident, comme vous le savez sûrement, mais j'espère néanmoins que tout se passera super bien pour ce voyage. Donc 2 autres Lamborghini se joignent à moi pour ce voyage, dans le but de battre Jeremy Clarkson. Plus je conduisais la SVJ, et plus je l'appréciais. J'ai l'impression que cette voiture a été conçue pour moi. Elle a un son génial. Mais on a quand même eu une surprise. Ok, je viens d'entrer dans le tunnel. Il est 21h45 mardi soir. Et la raison pour laquelle je suis pas avec les autres, c'est parce que Matt Jones ne voulait pas venir si je prenais ma voiture. Donc pour qu'il prenne sa voiture, j'ai dit que je ne viendrais pas. J'ai attendu un jour de plus, et maintenant, je pars surprendre les gars à Imola. Car Matt ne veut pas courir contre moi sur le circuit. Il ne veut pas perdre. Donc, désolé Matt, on va te faire une surprise. Je suis en route. Liam vient d'arriver. Oh! Qui c'est? C'est pas possible. Un peu tard, j'ai entendu dire que vous étiez en voyage quelque part. Deuxième round. Deuxième round. On a repris la route, avec encore quelques centaines de kilomètres à faire avant d'arriver en Italie. Cette fois avec 2 V10, la R8 et la Huracan. Après un super long voyage, mais sans accroc avec la SVJ, on est arrivé. Voici le circuit d'Imola. L'un des circuits les plus dangereux au monde. Quand il y a un accident ici, c'est souvent grave. Senna bateu forte. Ali na Tamburello. À un moment donné dans l'histoire, chaque virage ici a eu raison de l'ego d'un grand nom. Et certains pilotes ont même perdu plus que ça. Après la mort de Senna, des changements ont été faits sur ce circuit pour ralentir les voitures. Mais si on veut avoir une chance de battre Clarkson, on va devoir rouler à des vitesses supérieures à 250 km/h. Bon, voilà le score. Quand Top Gear est venu ici, Stig a fait un tour en Ferrari 458 en 1 minute 56 et 6 centièmes. Hammond, Clarkson et May ont tous essayé de battre ce record. Bon sang, je suis rapide! May dans une McLaren, Hammond dans une Noble et Clarkson dans l'Aventador. Clarkson est arrivé le plus près. 1 minute, 59 secondes, 1 centième. Et maintenant, on a la Lamborghini SVJ, la remplaçante de l'Aventador. La question est de savoir si on a assez de talent pour atteindre 1,59 et le courage de Jeremy Clarkson. Il n'avait rien à perdre, pas vrai? Pour faire ça dans la vraie vie, en moins de 2 minutes, il faut beaucoup de courage et de témérité. Et on est 4 ici à essayer de battre ce temps. Bon, allons sur la piste et voyons ce qu'on peut faire. C'est trop flippant. Bonne chance. D'abord parce qu'on a reconstruit la voiture, et ensuite parce que c'est le circuit le plus dangereux qu'on ait jamais fait. Allez. Waouh. T'as l'air nerveux, je vais être honnête. Je mentirais si je disais que je le suis pas. Ça va me demander toute ma concentration. C'est parti. Bon, je fais quelques tours pour chauffer les pneus et savoir où on va. Et après,
j'allais commencer à pousser. Ce qui est marrant, c'est que je pense que la ville d'Imola va croire qu'il y a une voiture de F1 au hasard sur le circuit. Cette voiture a l'air dingue. Elle fait que descendre la ligne droite des stands et on l'entend déjà quand même. À gauche sur le trottoir. C'est parti. Waouh. Sur la ligne droite des stands. Le voilà! Il y va à fond! Il y va à fond! Oh mon Dieu, il y va vraiment à fond! C'est dingue. C'est vraiment dingue. C'est l'un de mes premiers tours sur ce circuit. Je l'ai fait plein de fois sur le simulateur. Mais il y a une énorme différence entre conduire sur le simulateur et conduire dans la vraie vie. Surtout avec une voiture que vous avez juste reconstruite. C'est un tour passionnant, mon pote! Le truc avec Matt, c'est qu'il est dingue. Ouais. Ce qu'il a, c'est vraiment une case en moins. Mais une fois que je me suis lancé, je suis dans le rythme. Je sais que ce tour ne sera pas l'un de mes plus rapides. Je freine plus tôt que je ne le devrais, mais j'essaie juste de garder la voiture sur la route. J'ai pas pu dormir la nuit dernière à cause de ça. Le circuit est vraiment génial. Quelle expérience! On arrive maintenant au dernier virage. Oh, quelle flamme! Wow, ok. On peut vraiment y aller plus fort. Ça va me demander beaucoup d'efforts. Vraiment beaucoup. J'entends rien. Où est-ce qu'il est passé? Non, mais j'entends un hélicoptère. C'est pas vraiment ça. Non, j'entends pas son moteur. Non. Il y a deux trucs. Soit il a eu une panne, soit il a eu un accident. Non, ouais. Y a rien. À moins qu'il soit juste en train de se balader. Ou alors quelque chose a cassé. On est à 1,47 maintenant. Et il est pas là. Ouais, non, y a un problème. Y a un problème. Oh non, c'est pas vrai. Soit il s'est arrêté, soit il a eu un Il a un accident. talkie-walkie? Ouais, je l'ai, ici. Demande. Contrôle de course. Ouais. Contrôle de course. Est-ce que tout va bien pour la SVJ? Accident. Il a eu un accident? J'entends toujours pas la voiture. Ouais, c'est pas la voiture. Est-ce que la SVJ va bien? Oui, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, y a rien. Oh. Ouais, c'est lui. Il est en train de rouler tranquille. Soit il va rentrer sans le pare-choc avant ou arrière, ou soit il a décidé de ralentir parce que la voiture a chauffé. S'il te plaît, s'il te plaît. J'aime pas ça du tout. Vas-y. On a eu super peur. C'est la chose la plus effrayante. C'est la piste la plus effrayante que j'ai jamais faite. Je dois faire une pause plus tard. Tu sais quel temps tu as fait? À quelle vitesse? 2 minutes et 8 secondes. Quoi? 2 minutes et 8 secondes? Ouais. C'est faisable. Non, dis pas ça. Non, ne dis pas ça. Non! C'est faisable. Relax. Maintenant, je sais que c'est possible. Je dois le faire. On doit faire nos preuves. Que ce soit moi, que ce soit Liam, que ce soit Matt ou que ce soit Nico. Je vais tout donner. Je dois battre Monsieur Slowly, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il a obtenu? 2,06. 2,06 ou 2,08? 2,08, ouais. Mais t'as fait genre 2 tours. C'est parti pour la SVJ, encore une fois. Deuxième essai. Il a 8 secondes pour dire ce qu'il dit qu'il pouvait arriver à faire. Cette fois, je vais y aller à fond. Allez, Suzanne! Allez, on y va! Oh, il a fait un temps de 2,04. Oh mon Dieu! Il a réduit son temps. C'est dingue! Il vient de faire 4 secondes en un seul tour. Je pense qu'on peut faire encore mieux. « 2 minutes, 4 secondes. T'as battu le temps de James May. Mais là, on remarque que la voiture commence à chauffer un peu. Oh. Oh mon Dieu! Oh, ça a fondu! Tout a fondu ici! Oh, enlevons ça. Qu'est-ce qui a chauffé? L'échappement?
Regarde ton bouclier thermique. Il y a un bruit de cliquetis. Oh, c'était un bouclier thermique tout neuf quand on l'a mis. Oh mon Dieu! Le bouclier thermique avait un énorme trou. Et puis on pense que la chaleur provenant de l'échappement a fait fondre certaines pièces. Tout est tellement chaud. Et c'est pour ça qu'on a décidé de laisser la SVJ refroidir. C'était alors au tour de Liam, Matt et Nico de se lancer sur la piste pour essayer de battre Clarkson. « 2 minutes 6. 2:15, Nico. 2 minutes 02. 2 minutes 2, c'est un vrai monstre. Liam pilotait la R8. La deuxième place sur sa montre, ça ne mène nulle part. Ce qui a poussé tout le monde à se donner encore plus à fond. Les freins ont lâché, les freins ont lâché, les freins ont lâché. Les freins ont lâché, les freins ont lâché. Les freins ont lâché, j'ai plus de freins. Waouh, les freins ont lâché. Les freins ont lâché. Wow. 2:05. 2:05 pour ma première sortie. 2 minutes, 2 secondes et 9 Je peux centièmes. le faire. On doit battre Clarkson, on y est presque. Allez! Imola est réputé pour ses bosses. Ça ne se voit pas vraiment à la télé. Et les points de freinage sont assez critiques, comme la chicane. Ouais, je ne veux voir personne d'entre vous prendre les virages à toute vitesse. Apparemment, Clarkson a fait un temps de 1:59 ici avec une Aventador. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu penses qu'ils auraient pu truquer les temps pour les rendre plus impressionnants, ou est-ce que ce sont ces temps réels? Ça devrait être réel, parce que, tu sais, on sortait souvent, on se donnait à fond. Donc je pense que ça devait être... Je suis pas d'accord, je suis pas satisfait de cette réponse. Ça aurait dû être les temps réels. Salut Ben, salut. On va le faire. C'est parti. Clarkson, jeté à la poubelle. Clarkson n'est plus qu'un simple fermier maintenant, pas vrai? Allez. On est tout de même dans le successeur de l'Aventador. On y va. Je pense que ça nous montre à quel point Clarkson était un super pilote. C'était un temps difficile à battre. Mais je dois tout donner maintenant. Pousser cette voiture à fond. Je suis tellement inquiet. Matt est un bon pilote, pas vrai? Il est bon, mais cette voiture est en train de fondre. C'est clair. Littéralement. Je veux dire, ça fond pas parce qu'il fait chaud, elle est juste en train de fondre. Elle fond littéralement. Combien il a fait? 2:01,9. Quoi? Wow, il y va vraiment. C'est rapide, c'est vraiment rapide. Allez! On y va! Oh mon Dieu, il vole. Oh, le voilà. J'ai fait un autre tour. Mais quelque chose clochait. Je crois que ça a mis le feu au tuyau de refroidissement et que ma voiture est en train de surchauffer et je dois rentrer. Oh mon Dieu, on l'avait prédit. Ouais, on l'avait vu venir. L'extincteur, on va peut-être en avoir besoin. J'arrive. Dans la ligne droite des stands, lors de mon dernier tour, la température du liquide de refroidissement était bien trop élevée. Il y avait clairement un problème dans le compartiment moteur. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est en feu, il est en pourrait feu. Peut-être être en feu quand il entrera. Oh mon Dieu. Il y a un truc qui cloche. Ma voiture est dans le rouge. Tous les indicateurs sont dans le rouge, sauf celui de l'essence. Regarde, ça a explosé. Ouais, un truc a explosé. Ok, vas-y, ça va être super chaud. Oh ouais, un truc a explosé. Toutes les conduites de pétrole ont sauté. Oh mon Dieu, regarde dans quel état elle est. Oh là là. Regarde le bouclier thermique, les conduites d'huile ont explosé. Oh, tout est en feu ici, regarde. Oh non. Regarde tout ça. Oh mon Dieu, regarde l'huile là-bas. Suzanne. Ça veut vraiment dire que t'y allais à fond. Tout ce qui était en plastique et proche de l'échappement a fondu, y compris quelques conduites d'huile. Mais comment? Oh! L'échappement a explosé.
l'échappement est complètement déchiré au niveau du raccord, ce qui explique pourquoi le bouclier thermique a explosé, ce qui a ensuite projeté de la chaleur dans tout le compartiment moteur. Et vous vous souvenez de ce que j'ai dit quand on a monté cet échappement? Le titane est plus rigide, donc il n'absorbe pas autant le son. Donc comme c'est un métal plus dur, il vibre plus, ce qui fait plus de bruit. Le seul problème, c'est qu'il est vraiment cassant. C'est pour ça qu'il a fondu. Il devait vraiment être à fond. On pense que l'échappement a dû lâcher avant, quand on était sur la piste, parce que c'était plus bruyant. Et le bouclier thermique a explosé. Et dès que les flammes apparaissent, elles se propagent dans le compartiment moteur. Suzanne. Elle va revivre. On a juste besoin d'un pot d'échappement, de quelques tuyaux et d'autres petites pièces, mais je pense qu'on va opter pour un pot d'échappement en acier inoxydable. C'est embêtant, mais c'est un pot d'échappement unique, car Valvetronic ne rend que des pots d'échappement en acier inoxydable pour cette voiture. Mais ils voulaient me faire un truc spécial. Et malheureusement, cette fois-ci, ils ont fait des erreurs. On ne peut rien y faire maintenant. Il faudra juste le remplacer par un modèle en acier inoxydable une fois qu'on l'aura réparé. Dans les stands pour de bon. C'est bon. Quelle voiture incroyable. Ça a été émouvant, Suzanne. Mais avant de connaître mon temps, Liam pensait pouvoir tirer un peu plus de son R8 et voulait refaire un tour. On ne peut pas ne pas le faire. Elle n'a pas l'air d'être la voiture la plus stable. Allons-y. Allez, Liam! Tu vas plus vite ou lentement à cet endroit? Ah, c'est dur à dire. Allez! Il est rapide. Allez, Liam! Allez, Liam! Il est dans la dernière ligne droite! En dernière position, plus lent que Capitaine Slow, Nico qui fait un temps de 2 minutes 15. Ça ne mérite même pas un applaudissement. Non, on n'applaudit pas. N'applaudis Je te fais un câlin. Ça va, Nico, ça va. J'ai perdu mon courage. Je viens de perdre mon courage. Je crois que tu t'es juste perdu. Point final. Ouais. Alors, le temps de James May? 2 minutes 6.4. On est tous plus rapides que lui, donc c'est cool. Le temps de Richard Hammond? 2 minutes 03.1. On a été plus rapide que lui aussi. Oh, ouais! Ouais! Et puis en troisième position, c'est moi. C'est moi en deuxième position. 2 minutes, 2 secondes, point 6. C'est pas mal. C'est assez respectable. C'est quand même plus rapide que Richard Hammond. Matt est deuxième, avec un temps de 2 minutes pile, ce qui est encore une fois respectable. Ouais, c'est un bon temps. Et maintenant on a Liam. Jeremy Clarkson a fait un temps de 1,59.1. Ouais. Tu as fait 1 minute. Ouais. 5. Ouais. Allez. 9. Oh, allez, vas-y. Point 2. Oh, non! Oh non! Bon, aucun d'entre nous n'a réussi à battre Clarkson. Mais on s'est vraiment éclaté en essayant. Et cette SVJ est vraiment une voiture extraordinaire. Même si je dois rentrer chez moi pour la réparer. Jeremy Clarkson, si tu regardes ça, t'as plus de cran que nous tous réunis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me mettre un like pour me rejoindre pour la prochaine vidéo. Peace out. Je ne perds pas. Ou du moins, je ne perds pas énormément. On sait tous qu'ils sont meilleurs au volant et tout ça. Mais ce qui compte, c'est la passion. Ce qui compte... J'y arrive pas.